Tarek, ce que tu vas faire, c'est que tu vas penser à ton chiffre. Ok, tu vas le répéter dans ta tête. Tu le répètes en boucle. Là, c'est intéressant, c'est assez rapide, donc il doit avoir qu'une seule syllabe. Ouais. Alors, je vais essayer d'écrire quelque chose. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Charlie Head. Vous êtes bienvenue sur Beurre FM. Merci de l'invitation. Voilà, je vais me tenir à carreau. Aujourd'hui, vous êtes passionné de mentalisme et c'est même devenu aujourd'hui votre métier. Vous êtes né un 21 juin. Le plus beau jour de l'année, faites de la musique, faites du yoga aussi, il y avait quelque chose comme ça. C'est vrai ? Ouais, je crois qu'il y avait ça. Je suis pas très sûr de l'année en fait. Vous êtes né en quelle année ? 2001. D'accord. Vous êtes super jeune. Ouais, 21 ans. Mais alors, vous avez commencé une école d'ingénieur, mais vous l'avez arrêté super tôt. Je l'ai arrêté en deuxième année. En fait, c'est une école intégrée. Donc, j'ai commencé en prépa intégrée d'école d'ingénieur. Et ensuite, je l'ai arrêté au début de l'école d'ingénieur. Donc, en deuxième année de prépa, au milieu de la deuxième année, je me suis arrêté à ce moment-là. Bon, alors comment on fait pour se souvenir que vous êtes né un 21 juin, pour ceux qui écoutent l'émission ? Il y a un moyen ? Il y a un moyen très simple. On peut faire des associations. C'est le meilleur moyen de retenir. Juin, pour retenir le mois, il y a quelque chose de très simple. Juin, vous pourrez penser à un joint, c'est pas forcément très beau, mais si on imagine en train d'avoir ça en bouche, on va retenir le mois. Ouais, et après, pour le 21, ça peut être n'importe quelle association. Alors pour moi, 21, c'est une natte dans les cheveux, une coupe de cheveux avec une natte, parce qu'il y a un système qui permet de mémoriser ça. Mais il y a plein d'autres façons de mémoriser. Il faut expliquer, il y a un tableau exactement, en fait, on associe les chiffres aux images, etc. Mais si on veut retenir facilement 21, on pourrait imaginer un signe qui fait penser à l'animal, le signe qui ressemble beaucoup à un 2, avec peut-être un 1 qui pourrait être un bâton, un signe avec un bâton qui me frappe pendant que moi je fume un joint. Et là on se dirait bizarre cette scène. Mais si on arrive à la visualiser, on va la retenir. Et après il y a juste à faire le lien entre un signe, c'était un 2 parce que ça lui ressemble, un bâton c'était un 1, et juin, ça retient directement. Et donc 21 juin. Vous êtes là pour parler de votre premier livre qui s'appelle Hack ton cerveau et celui des autres aux éditions Albin Michel. C'est le fruit de 8 années de recherche avec des techniques que vous utilisez. Alors il y a les vôtres et puis il y a celles que vous avez empruntées aux gens. En réalité, c'est beaucoup de techniques que j'ai empruntées. Je suis plus un passeur de connaissances que de... C'est pas moi qui vais, à part quelques techniques personnelles que j'ai même pas forcément dévoilées dans le livre. Si vous trouvez les noms, vous êtes créatif. Ouais, voilà, je donne des noms qui me plaisent. Mmh. C'est votre erreur 21, dites-vous. Erreur 21 qui dévoile du coup le livre. Ouais. Ouais. Ou pas. On va voir ça. On va essayer d'expliquer ce matin. Vous dites que c'est le livre que vous auriez aimé avoir il y a 5 ans. Quelle est votre définition à vous de votre mentalisme ? C'est très intéressant d'avoir précisé à vous, parce qu'il n'y a pas de définition précise du mentalisme. Donc la mienne, je dirais que c'est un mix de toutes mes passions qui vont être autour du mental. Donc de psychologie, de mensonges, de manipulation, de mathématiques, d'illusionnisme aussi. Et toutes ces techniques-là forme mon mentalisme. C'est pas de la voyance, parce que en fait les gens mélangent un peu tout sur le mentalisme. Carrément, il y a le mentalisme de télévision, ouais. Voilà. Il y a plein de types de mentalistes. En fait, il y a des mentalistes qui sont passionnés de psychologie, qui n'ont jamais touché un paquet de cartes et qui sont mentalistes. Et il y a aussi des magiciens qui n'ont jamais lu de psychologie et qui sont mentalistes. Donc à partir de là, en fait, tout le monde peut être mentaliste, parce que déjà on s'autoproclame, et aussi ça va dépendre de ce qui t'intéresse réellement dans le mentalisme. Si c'est plutôt le côté psychologie, tu seras un mentaliste psychologique. Si c'est le côté magie, tu seras un mentaliste illusionniste. Un mentaliste, c'est pas quelqu'un qui lit les pensées des autres. Alors ça, c'est ce qu'on donne l'illusion de faire. On donne l'impression qu'on est capable de lire dans la tête des gens. En réalité, c'est complètement rationnel, ça s'explique. Après, on vous expliquera pas toutes les techniques, mais on donne l'illusion de rentrer dans la tête des gens, ouais. Ça peut. Alors qu'ils ont été simplement manipulés. Il y a eu de la manipulation, ou alors c'est de l'analyse non verbale. Moi, je me suis posé la question, quel est l'intérêt pour vous de donner dans un livre toutes vos clés, toutes vos techniques ? Finalement, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que d'expliquer à tout le monde comment ça marche ? Ça, c'est très intéressant. Alors, si j'étais magicien, je dirais que c'est complètement une balle dans le pied de dévoiler les plus grands secrets qu'on aurait pu utiliser. En tant que mentaliste, quand je reste sur l'aspect psychologique, en réalité, c'est assez cool de faire ça, parce que on partage des connaissances et c'est finalement comme un livre de psychologie en fait. Le psychologue va pas se mettre une balle dans le pied en diffusant ses techniques de psychologie ou ce qu'il a appris ou son analyse. Au final, je donne très peu d'infos sur le bluff. Je donne comment bluffer ses potes, mais avec des techniques que j'utilisais il y a quelques années. Donc les techniques vraiment de quand je fais des expériences de mentalisme avec les gens dans la rue par exemple, je dévoile pas finalement beaucoup de ça. Je parle beaucoup plus de l'aspect booster notre cerveau et l'aspect comprendre les autres aussi. Donc ça reste des choses qui sont très utiles aux gens dans la vie de tous les jours, mais qui donnent pas non plus les grands secrets des mentalistes. On les garde assez pour nous, on va pas se mentir. Bien, dans la dédicace que le gaucher que vous êtes a écrit dans le livre que vous m'avez envoyé, vous me demandez de penser à un chiffre entre 1 et 10
que vous trouverez aujourd'hui. Tiens, Tarek, tu vas jouer avec nous parce que moi j'ai lu le livre. Donc, Ok, donc Tarek, est-ce que tu peux penser à un chiffre entre 1 et 10 ? c'est bon, c'est fait. Ok, alors Tarek, ce qu'on va faire. Donc, je le fais pas sur Philippe, je le fais sur Tarek. On peut, hein, ça marche aussi. Je peux vous dire que ça a marché sur moi. D'accord. J'ai été bluffé. Ah d'accord. Ça commençait mal. Je me suis dit, choisi ce le petit chiffre. con. Il est dans ma tête. Je me suis dit, le petit con, là. J'ai voulu faire le malin. T'as voulu Et je le me suis piéger. fait, au premier exercice, je me suis fait piéger. Bon, vas-y. Alors, Tarek, ce que tu vas faire, c'est que tu vas penser à ton chiffre. Ouais. Ok, tu vas le répéter dans ta tête. Tu le répètes en boucle. Ouais. Là, c'est intéressant, c'est assez rapide, donc il doit avoir qu'une seule syllabe. Ouais. Ouais, c'est ça. alors, je vais essayer d'écrire quelque chose. Une dernière chose, est-ce que tu peux compter de 1 à 10 maintenant, de 0 à 9 plutôt? Ouais. De À 0 voix à haute. 9. À voix haute, vas-y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il peut le faire. Ouais, déjà, il peut le faire. C'est déjà un bon moi, début. je- Ça. C'est un Tu vois, exploit. là, à cette heure-là, le matin, Tarek, t'es pas du matin, faut Non, le dire. non, non. Bon. Alors, je vais faire plein de traits pour pas que tu puisses voir ce que j'écris. Tiens, je le pose là, le stylo. Tarek, t'as pensé à un nombre entre 0 et 9. Ouais. J'ai eu une indication, je sais pas si t'avais fait gaffe au niveau de la voix. Est-ce que Tarek, tu peux nous dire le nombre, enfin le chiffre du coup auquel tu penses? C'était le 6. Le 6. Tu sais que le plus choisi c'est le 7. Ouais. Tu savais ça? Non, je sais pas, mais. Bah, Philippe le savait parce que je pense que c'est ce que t'avais choisi. Le 7. Non, le 7, Philippe, toi tu avais choisi Moi, 7. moi, j'avais choisi le 7, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai choisi le 6. Depuis le départ, j'ai écrit quelque chose, j'avais écrit 6 juste ici. On est bon. Il est un peu mal écrit, hein. Tu me pardonnes, je suis gaucher. Ouais, pas de problème. Mais on est bon. 6, on est bon également. Il Merci est bon, Tarek. Il est bon. Ah non, c'est bon. 6, c'est ça. On est Bon. bon pour 6. Alors, ce que Comment vous il avez a fait pour trouver ça? ce que vous avez Est-ce fait, que c'est. tu donnes pas le truc en fait? Alors ça Ah, dépend, si. ça dépend des techniques. Alors, il explique le truc, c'est ce qu'on appelle un forçage psychologique. Donc, expliquez ce que c'est que le forçage psychologique. Un forçage psychologique, ça va être une réponse automatique à une question qu'on va te donner. Donc par exemple, Tarek, si je te demande de penser à une œuvre d'art célèbre, maintenant la première qui te vient en tête, La Joconde. exactement. Et ça, c'est exactement ce que je donne dans le livre. On pense tous à ça parce que c'est des réponses automatiques. Et tu vois, là, je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai pressé, j'ai accéléré le débit. Donc ça t'a directement obligé à saturer ton cerveau et à penser à la première chose évidente. Et là, par contre, c'est pas la technique que j'ai utilisée pour Tarek, pour le 6. Parce que je t'ai pas pressé. Je t'ai laissé le temps de choisir librement. Mais vous lui J'ai- avez donné des indications. En fait, tout est dans les indications. Dans les indications, dans l'analyse, et là aussi, j'ai pioché une technique à l'illusionnisme. Donc j'ai mélangé plein de techniques pour trouver le 6 à la fin. Bah, c'est bien. J'aurais fait 2, t'aurais pu trouver 2 aussi. J'aurais pu trouver 2, ouais. Ça aurait pu se faire. Ah, il est fort. C'est balèze. C'est vrai que la Joconde, c'est le premier truc auquel tu penses. Ah, Très complètement. rapidement en fait. C'est comme la couleur rouge, comme la carotte en légumes, enfin plein de choses. Ouais. Comme Aussi. le violon comme instrument de musique. Alors, il faut expliquer que chez vous, ça a commencé comme une histoire familiale, finalement. Ouais, complètement. C'est ma sœur qui un jour est venue me voir quand j'étais tout petit, à l'âge de 12 ans à peu près, et qui me dit ah, j'ai un test à te faire, pense à un outil et une couleur. Et là, je lui dis ok, c'est bon, je l'ai en tête. Et là, elle me dit tu penses à marteau rouge. Et je pensais effectivement à marteau rouge. Et de là, je me suis dit comment c'est possible de faire ça. Comment elle a pu faire ça. Donc, je me suis renseigné. Et ce qui est marrant, c'est que je me dis que peut-être que si aujourd'hui j'avais pensé à tournevis vert, ben, je serais pas mentaliste, peut-être. Alors, quand vous dites que vous êtes renseigné, vous avez lu des livres sur le sujet. Et j'ai commencé sur internet, hein, très basiquement, avec des vidéos YouTube. Il n'y avait pas grand chose sur le sujet. Et puis après, j'ai dérivé sur des articles. Puis j'ai trouvé des livres bien cachés sur internet. Vous aviez quel âge? Quand j'ai vraiment commencé à m'y intéresser fortement, j'avais autour de 13-14 ans. D'accord. Donc là, vous avez commencé les recherches sur internet. Qu'est-ce que vous avez tapé dans votre. Les premières recherches, ça devait être jeu du marteau rouge, quelque chose comme ça. Comment réussir à trouver un marteau rouge, donc le tout premier. Et puis après, j'ai trouvé que c'était des forçages psychologiques. Donc là, j'ai tapé forçage psychologique. Puis j'ai découvert mentalisme. Et ensuite, j'ai cherché livre de mentalisme. Et puis après, on débouche sur des choses assez intéressantes. Et après, vous avez lu. Après, j'ai Tout ce qui lu était- des livres. ouais. Et puis j'ai lu un maximum d'ouvrages. Et je continue de lire aujourd'hui parce que ça s'arrête jamais en fait. C'est un apprentissage continu. Alors, pour que tout le monde au moins retienne bien ça dans cette première partie d'émission, un forçage psychologique, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tout le monde pense et. C'est quelque chose d'assez universel. On est influencé dans la vie de tous les jours par des choses. Typiquement, la couleur rouge, c'est la couleur qui nous impacte le plus. C'est la couleur du sang, c'est la couleur de l'interdit, c'est la couleur qui a le plus d'effet sur notre organisme. Donc forcément, quand on va nous demander de penser à une couleur, on pensera à du rouge. Et c'est un peu pareil avec tous les forçages psychologiques. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a toujours des réponses qui vont être automatiques en fonction des questions précises qu'on va nous poser. Une œuvre d'art, la Joconde, on en a entendu parler depuis qu'on est petit, on connaît son histoire, et ça va être pareil pour beaucoup de choses. Et parfois, par exemple, quand on demande un légume, on va penser à une carotte. Alors on peut pas forcément l'expliquer, mais tout le monde pense à une carotte quasiment. C'est assez drôle. Et pourquoi? C'est probablement parce que c'est un légume qui nous vient instinctivement, comme le marteau quand on pense à un outil. C'est des choses assez instinctives, et comme on ne laisse pas le temps de réfléchir, c'est un peu le cerveau reptilien qui vient nous parler directement, quoi. Alors, on va voir sur Tarek si ça marche. Tarek, si je te demande une pièce de mobilier. Le salon.
Enfin, de mobilier de ta maison. Hein. Moi, Une pièce, Ouais, je te précise pas. une pièce, genre une pièce à vivre. Genre un objet. Un objet, objet. une pièce de mobilier qui est chez toi. Ce que tu veux, Une Tariq. table basse. Une table basse. On peut enlever basse, mais on resterait sur une table, quoi, globalement, et c'est dans les objets les plus cités, la table. Ouais, mais c'est pas le plus cité. C'est pas le plus cité, ça dépend des gens. Mais aussi. Tariq, t'es vachement original alors là, dans ta façon de penser ou dont tu es construit, tu fais preuve d'une certaine résistance et Ça- d'une certaine originalité. Je veux pas dire. Mais C'est parce vrai. qu'en fait, j'ai que des tables basses chez moi. J'ai jamais eu de vraies tables. C'est très bizarre, ça, Tariq, par contre. Ouais, mais j'ai pas eu jamais de vraies tables, j'ai des tables basses. Non, ok, pourquoi pas. Et typiquement, Tariq, si je te demande un nombre à 2 chiffres, celui que tu veux maintenant, c'est combien 22. T'as vu, je t'ai fait un 2 de la main, Tariq. Ouais. Et t'as gardé le 2. Et 22 est le plus choisi. Ouais. 22. On va prendre un mot compliqué. Je sais pas comment on va faire pour que vous vous en souveniez. C'est ce qu'on appelle le cumberlandisme. Alors qu'est-ce que c'est, Shkoun? Q Qu'on peut dire cumberlandisme. Cumberlandisme. Comment vous dites-vous? Le cumberlandisme. Alors qu'est-ce que c'est que C'est cet outil? C'est un outil qui permet de détecter les contractions, les micro-contractions musculaires. Donc autrement dit, quand on pense, quand on réfléchit, on a des réactions qui se provoquent avec notre corps. Par exemple, si je vous dis de crier stop dans votre tête, votre corps va contracter certains muscles, certaines zones de façon inconsciente. C'est ce qu'on appelle un mouvement idéomoteur. Les idées influencent le mouvement. Et donc, le cumberlandisme, c'est un peu, on va dire, l'art de détecter ces micro-mouvements. Si vous voulez tous comprendre ce à quoi ça correspond, je vous laisse prendre votre poignet. Vous attrapez votre poignet droit, par exemple, et vous bougez vos doigts. Vous pliez les doigts de la main droite, vous les pliez, dépliez. Vous allez voir que vous sentez des contractions au niveau du poignet avec votre autre main. Et ça, c'est des mouvements, des micro-mouvements, en fait. Et quand on s'entraîne, on peut les percevoir, même quand c'est des mouvements involontaires. Et donc ça nous donne des indications sur quoi, par exemple? Typiquement, les mentalistes, en général, on s'en sert pour trouver un mot auquel une personne pense, par exemple. On va lui demander de penser à la première lettre. On va lui dire qu'on récite l'alphabet et quand elle va entendre sa lettre, elle devra crier stop dans sa tête. Et le fait de crier stop va forcément engendrer des contractions. Et nous, on aura son poignet en main pour essayer de les détecter. Bon, alors vous donnez d'autres techniques dans votre livre. Hein. Il y a la technique, alors c'est moins facile à réaliser, des mains collées sur la gorge. Alors là, Ça là est assez intéressante aussi. On sent la contraction de la gorge, surtout quand il y a la lettre R dans un mot. Si vous pensez à un mot qui contient la lettre R et que vous mettez les doigts, votre index et votre majeur sur le cou de la personne, vous lui demandez de le répéter dans sa tête et vous allez sentir que la gorge se contracte. ça c'est une question qui revient souvent, c'est comment hacker ton cerveau. Mon invité ce matin, il répond, il s'appelle Charlie Head, il est mentaliste, c'est aujourd'hui son métier, et il publie Hack ton cerveau et celui des autres aux éditions Albin Michel. Alors je vous invite pour la sortie de votre livre, mais vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, et sans les réseaux sociaux, vous n'auriez jamais fait ce livre parce qu'on ne serait certainement pas venu vous chercher pour écrire un livre. Très probablement. Ouais, sur le Ou sujet. alors en tout cas j'aurais peut-être essayé de démarcher, ça aurait été plus complexe. Mais Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile avec les réseaux sociaux, on vient. complètement, ouais, c'est un accélérateur. Voilà, votre livre a fait appel à une couleur que vous aimez bien. Tiens, je vais le passer comme ça, vous pourrez le montrer à la caméra. Quelle est cette couleur? C'est du violet ou du rose, ça dépend Ouais. des teintes. C'est ma couleur préférée en fait, tout simplement. Après il y a plein d'aspects, mais c'est assez intéressant parce que c'est plutôt une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en général dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Globalement, quand on regarde un peu sur les réseaux notamment, il y a très peu de gens qui font du rose leur branding, leur marque, leur image de marque. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. D'accord, mais vous l'avez choisi parce que pas beaucoup de gens l'utilisaient ou parce que c'est quelque chose qui évoquait... Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est plus une couleur que j'aime beaucoup et maintenant j'essaie de rationaliser un peu et de trouver des arguments de pourquoi je la garde. Alors, tout le monde s'imagine que le mentalisme, c'est magique. Hein, il y a beaucoup de gens, à cause de la télévision aujourd'hui, qui veulent être mentalistes aujourd'hui. Et vous expliquez que finalement, c'est pas du tout magique, que ce sont des techniques, que ça s'apprend. C'est même décevant de voir que la plupart des gens pensent, on va dire en très grande majorité, la même chose sur des sujets. Alors en même temps c'est un peu décevant et en même temps c'est très intéressant parce que on ne pense pas finalement tous de la même façon. On a tous des automatismes, des réponses un peu rapides et simples en surface, mais dès qu'on va rentrer en profondeur, là tout le monde a une façon de penser bien à lui en réalité. En tout cas c'est ce que je pense. Alors, de quoi le mentalisme vous a-t-il sauvé, vous ? Je pense qu'il m'a sauvé du manque de sociabilité. J'étais très peu à l'aise socialement. Et forcément, quand on se renseigne autour du mentalisme, on apprend plein de techniques pour devenir plus éloquent, pour plus capter l'attention des gens et avoir une meilleure présence. Donc je pense que ça m'a aidé à avoir un peu d'amis au départ. Ouais. Au tout début, j'avais très peu confiance en moi. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à rencontrer des gens. Non, mais c'est sérieux, ça ? C'est Ou vrai. c'est du storytelling ? C'est une vraie histoire. J'étais très timide quand j'étais petit. Dès que je parlais, je devenais très rouge. Je n'osais pas du tout me montrer en public et parler. Je pense que jusqu'à mes 10 ans, je restais autour de ma mère. Vraiment, c'est pas une blague. Et le fait de faire un peu des tours au départ, des tours de mentalisme très simples avec des cartes qui étaient souvent truquées avec des trucs de magie, bah ça m'a appris à parler aux gens, à devenir plus sociable. Et quand t'as un petit public qui te regarde et que tu maîtrises parfaitement la chose, t'es plus confiant. Donc t'oses faire les choses
Et je pense que c'est honnêtement ce qui m'a un peu fait ce déclic de finalement j'aime bien être en public et parler avec des gens. La première phrase de votre livre, c'est « Ne tournez pas cette page ». En quoi est-ce que cette entrée en matière nous permet-elle de comprendre ce que vous appelez le principe de réactance ? Parce que typiquement, quand on voit cette phrase-là, on reste pas sans émotion. On la voit, on se dit si je vais tourner cette page, déjà parce que j'ai acheté le livre, ensuite parce que il va pas m'interdire de faire ce que je veux, et puis quand on tourne la page, on se rend compte que c'était ce que je voulais qu'il fasse, même si on s'en doute. Donc en fait, ça engendre un processus automatique dans notre cerveau, qui est la réactance, qui est un peu le fait de remettre en question souvent les ordres qu'on nous donne, qui est très intéressant ça comme processus. Ça marche très très bien chez les enfants. Complètement. Chez les enfants, les adolescents aussi. Quand on dit ne mange surtout pas ce bonbon, les enfants vont généralement se dire ok génial, je vais le prendre. Donc si on fait ça avec des fruits, ça peut être très intéressant. Ouais. C'est de la manipulation ça. Ça vient pas du fait que le cerveau comprend pas la négation ? Alors je pense que c'est lié, mais je pense que c'est quand même deux phénomènes différents. Même si effectivement, si on veut qu'un enfant arrête de courir, il faut pas lui dire ne cours pas, dis-lui plutôt ralentis ou marche tranquillement, parce que c'est beaucoup plus efficace en termes de transmission de connaissances, de communication. Pardon. Réactance. Alors deuxième technique que j'aimerais que vous nous expliquiez ce matin, c'est ce qu'on appelle le cold reading. Alors c'est même tout un art, dites-vous. Qu'est-ce que vous appelez que le cold reading ? Le cold reading, c'est ce qui réunit, on va dire, la plus grande partie de la déduction et de l'effet Barnum. En fait, c'est un mix entre ces deux choses-là. Donc, en gros, on va analyser les gens un peu comme Sherlock Holmes pourrait le faire. On va voir que la personne peut-être boite plutôt d'une jambe, donc on pourrait penser qu'elle a un problème. On peut voir qu'elle a une alliance, donc elle est mariée. Et il y a beaucoup d'informations à déduire sur les gens rien qu'en les observant. Et quand on mêle ça avec ce qu'on appelle l'effet Barnum, donc c'est un effet utilisé par les horoscopes notamment, qui sont des phrases vraies, qui paraissent vraies, mais en fait qui sont vraies pour tout le monde, mais elles paraissent très précises quand on vous les donne en regardant dans les yeux, en vous disant vous êtes plutôt quelqu'un de social, mais en réalité vous avez besoin de temps pour vous. C'est des phrases qui marchent pour tout le monde. Et bien en fait, quand on sait jongler entre ces deux choses-là, on peut donner l'impression aux gens qu'on connaît toute leur vie en les ayant rencontrés il y a 5 minutes. Effet Barnum. Et chez vous, ça commence avec Marine. Marine. Alors je sais pas si c'est pas son vrai nom. Mais... Est-ce que c'est romancé dans le livre ou est-ce que c'est vraiment ça s'est plus ou moins passé comme ça. Après c'est pas son vrai nom, etc. Mais oui, c'est pas la première expérience que j'ai fait, mais c'est la plus belle, je pense, que j'ai fait. C'était Donc vous étiez dans le métro et vous êtes en face de quelqu'un et chez qui vous faites du cold reading. Donc. Exactement. En fait, je l'observe et je vois qu'il y a beaucoup de choses à déduire sur elle. Je la vois pianoter sur ses jambes. Je me dis c'est intéressant. Il y a de fortes chances qu'elle fasse du piano. Je vois qu'elle est sur son téléphone et je vois qu'elle écrit un mail. J'arrive à distinguer un peu des informations sur le mail. Je me dis ça peut être pas mal. J'ai des infos sur ça. Du coup, j'ai aussi peut-être son travail. Je peux estimer son âge rapidement et on peut facilement avoir beaucoup d'informations comme ça qui en découlent. En plus de ça, elle était dans une ligne de métro qui passe par Châtelet. On sait que tout le monde descend à Châtelet-Les Halles, donc je me suis dit si je commence en lui disant tu t'arrêtes à Châtelet, non, il y a une chance sur 2 que ça passe, et c'est passé. Et donc de là, j'ai enchaîné avec plein de déductions. Et je pense que Marine s'en souvient encore, en tout cas j'espère, et qu'elle a passé un moment assez chelou, mais assez intéressant. Ouais. Mais en fait, finalement, avoir le prénom de quelqu'un parce qu'on a vu sur son adresse mail qu'elle s'appelle Marine, c'est à la limite de l'escroquerie, non ? C'est complètement. Je pense que c'est une des façons les plus simples d'avoir un prénom. J'étais à la fois très content et un peu déçu, mais c'est assez marrant. Ça fait partie du mythe, quoi. Alors il y a l'effet Barnum et puis un autre effet qu'on appelle le journaling. Qu'est-ce que c'est que le journaling ? Et là vous dites que finalement on peut s'entraîner chez soi à la maison. Le journaling, c'est le fait de noter un peu tout ce qu'on va ressentir, tout ce qu'on va penser. L'exemple le plus intéressant et celui avec lequel j'ai commencé, c'est dans un restaurant. Typiquement quand on va choisir quelque chose sur un menu, on a tous un peu la même façon de faire. On va tous regarder un peu toutes les possibilités, puis on va se dire ça me plaît, mais est-ce que je préférerais pas plutôt prendre cette autre chose-là ? On hésite entre les deux, et quand on voit le serveur arriver, notre rythme cardiaque s'accélère, on commence un peu à se dire ok, il faut que je choisisse, on fait un choix, le serveur s'en va, on se dit j'aurais dû prendre l'autre. Et c'est généralement tous comme ça qu'on pense à ce moment-là. Et comment je le sais ? Parce que je pense aussi comme ça. Et en ayant fait cette analyse d'introspection, parce que le journaling en fait c'est un exercice d'introspection où on va écrire littéralement ce qu'on ressent, comme je viens de le faire avec vous, et bien en fait on se rend compte que sur des choses très basiques on pense tous de la même façon. Et ça c'est du journaling, ça permet de mieux comprendre les autres et de mieux se comprendre soi-même aussi. Ça veut dire que si on commence par se comprendre soi-même, on comprend mieux les autres, c'est ça que ça veut dire ? C'est exactement ça que ça veut dire, ouais. Même s'ils ne pensent pas de la même façon. Même s'ils ne pensent pas de soi-même. On pense tous un peu de la même façon sur des choses basiques comme là. C'est ce que je disais tout à l'heure, en surface c'est un peu les mêmes analyses, et quand on choisit un plat dans un restaurant ça reste assez de la surface, quoi. Un des sujets que vous préférez c'est le mensonge. C'est le sujet qui me passionne le plus, je pense, autour du mentalisme. Mais pourquoi cette passion sur le mensonge ? Alors, je pense que quand j'étais plutôt au lycée, j'ai eu pas mal forcément d'histoires avec des amis où il y a du mensonge, où il y a des choses, et je me suis dit ça serait fou de réussir à détecter ça. Et c'est de là que cette passion m'est pris. Et puis après je me suis dit il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans l'être humain. Il y a une volonté un peu parfois de mentir, même si c'est pas conscient. On a tous cette volonté de faire des petits mensonges tous les jours, et c'est assez marrant de se rendre compte de ça. Et aussi c'est assez marrant de se dire
qu'on peut pas détecter réellement un mensonge. Ça, c'est la conclusion finale de toutes les études que j'ai pu lire. Ou pas. On peut ou pas? On peut pas. Finalement, détecter à 100%, à 100%, on pourrait jamais y arriver. Après, en s'entraînant, on peut monter à des taux de réussite de 80-90% de réussite quand même, ce qui est énorme. Mais on pourra jamais, il n'y a pas un indice, il n'y a pas un mouvement que vous ferez qui vous trahira définitivement sur le mensonge. Tu sais, il y a cette histoire cette idée qu'il faut calibrer les yeux au départ pour voir comment les gens positionnent leurs yeux, pour savoir si ils vous disent la vérité ou pas. On pourrait penser que si le regard se lève en haut à droite, ça va être un souvenir qu'on se rappelle, en haut à gauche, ça va être quelque chose d'inventé. En fait, ça a été démontré que c'est faux. En tout cas, ça fonctionne, je crois, dans 25% des cas, donc c'est en fait pas fiable du tout. Et c'est plein d'idées reçues, alors qu'en réalité, les yeux, peut-être le seul indice qu'ils nous donnent, ça va être si on lève le regard, on a tendance à réfléchir de quelque chose, on essaie de se rappeler de quelque chose, mais que ce soit en haut à droite, en haut à gauche, ça n'a pas d'incidence en fait. Ça, c'est un exercice de PNL, mais en soi, le regard n'a pas tant de valeur que ça, à part peut-être dans la fixation du regard. Ça, c'est très intéressant. Et pourquoi ? Parce qu'un menteur va tenter de voir. On pense souvent que quelqu'un qui dit la vérité va regarder dans les yeux, alors qu'en réalité, c'est plutôt le menteur qui va fixer dans les yeux pour confirmer que vous gobez bien son mensonge et aussi pour essayer de vous convaincre qu'il ment pas. Et ça, c'est intéressant. Alors, comment vous faites pour détecter finalement si quelqu'un vous dit la vérité ou pas ? La méthode que j'utilise, c'est une méthode qui était enseignée par Paul Ekman, qui est un des plus grands chercheurs là-dedans, sur ce qu'il appelle des pins. En fait, c'est des points of interest. En français, c'est des points d'intérêt, on va dire. Donc, le but est d'en observer 3 sur un laps de temps d'environ entre 7 et 10 secondes. Et si on en observe 3 sur ce laps de temps assez court, on peut conclure qu'il y a peut-être un mensonge, pas certain. Et qu'est-ce que j'appelle des pins ? Pour vous donner un exemple, ça va être par exemple, au niveau de votre visage, il y a plein de choses qui peuvent vous trahir. Si vous faites un sourire asymétrique, on sait que le sourire, quand il est sincère, il est symétrique. Eh bien, si vous faites un sourire asymétrique, ça va être un pins. Ensuite, si vous commencez à bégayer alors que d'habitude vous ne bégayez pas du tout, ça fait 2 points d'intérêt. Si vous commencez à me fixer dans les yeux, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un 3e point d'intérêt. Et si vous faites ça sur un laps de temps très court, là, je pourrais déduire qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas. Mais là, ça fait bon. Et là, ça fait OK. Là, il y a une piste à analyser. On peut pousser un peu là-dessus peut-être. Qu'est-ce qu'on appelle l'erreur d'Othello ? L'erreur d'Othello, c'est qui est un personnage de Shakespeare d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ça vient d'ici. L'idée est que quand on analyse des gens, on va observer des déviations par rapport à leur baseline. Alors leur baseline, c'est le comportement qu'ils ont dans la vie de tous les jours, quand ils ne mentent pas, quand ils sont émotionnellement stables. Et quand on observe des déviations de cette baseline, on peut en déduire qu'il y a peut-être un mensonge. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les points d'intérêt. Sauf que l'erreur d'Othello intervient au moment où, quand les gens dévient de leur baseline, c'est pas forcément qu'ils mentent. Ça veut dire qu'ils sont émotionnellement distraits, ils sont impactés. Et on peut être impacté par le fait d'avoir peur de ne pas être cru. Donc si on est impacté par le fait la personne ne va pas me croire et donc je panique, là on commence à faire des comportements assez louches. Et c'est là que l'erreur d'Othello intervient. Il ne faut pas conclure trop rapidement et se dire la personne fait des mouvements louches, elle ment. Alors qu'en réalité elle peut faire des mouvements louches parce qu'elle a peur de ne pas être crue. Et dans l'histoire de Shakespeare, en fait, Othello est un sergent ou un gendarme, je ne sais plus exactement précisément, mais il va jusqu'à tuer sa femme parce qu'il ne la croit pas, parce qu'il voit qu'elle fait des mouvements louches et qu'elle est très suspecte, alors qu'en réalité, elle a peur pour sa vie, parce qu'elle sait qu'elle va mourir si elle n'est pas innocentée. Parce qu'il avait préalablement tué l'amant. Exactement. Donc elle savait qu'elle risquait pour sa vie. Voilà, complètement. Et donc forcément, elle se comporte de façon bizarre, mais c'est pas dû à un mensonge. Mais quand on connaît bien les gens, finalement, on sait s'ils mentent ou pas. Non ? Ça revient à la baseline en fait quand on connaît bien. Ce que je veux dire, c'est quand on est habitué aux gens et qu'on les pratique au quotidien, on se dit oh là là, il y a du mytho là. Ça c'est très intéressant. Effectivement, les gens qu'on connaît vraiment bien, je pense qu'on n'a pas besoin de techniques de mentaliste pour analyser les gens dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait on le fait naturellement. Et donc les techniques de mensonge se font. C'est des techniques que j'utilise, qui pourraient utiliser dans les interrogatoires, etc. Donc autrement dit, on peut les utiliser sur des inconnus. Après, c'est sûr que sur vos proches, vous pouvez, mais si vous les connaissez bien, c'est presque pas utile. Alors, il y a ce fantasme que dans les interrogatoires, il faut intervenir des mentalistes dans les commissariats, les policiers. Oui ou non ? Je pense qu'on ne peut pas les appeler mentalistes. Pour moi, c'est plus des experts en sciences du comportement que des mentalistes en tant que tels. En tout cas, à mon avis, ils ne se définissent pas eux en tant que mentalistes. Parce que ça, c'est des vocations aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie ? C'est vrai que mentaliste, c'est un peu un fantasme qui se crée de plus en plus, j'ai l'impression. Je voudrais être mentaliste, tu vois, je voudrais aider la police scientifique. Ça, c'est surtout grâce à la série The Mentalist, d'ailleurs. Alied est notre invité ce matin, vous êtes mentaliste. À quoi ça sert au quotidien d'être mentaliste ? Mentaliste au quotidien, c'est très utile pour bluffer les gens, pour comprendre son entourage et aussi pour améliorer les capacités de son cerveau au final. Alors, il y a un angle qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est comment hacker son cerveau pour booster sa créativité. Donc ça, il y a des techniques pour ça.
La plupart des gens ne savent pas s'ils sont créatifs ou pas d'ailleurs. Hein. Ils se posent même pas la question de savoir comment ça naît. C'est vrai, et pourtant je pense qu'on est tous créatifs au fond de nous. L'être humain par définition est créatif. Et donc il suffit d'utiliser les bonnes techniques et de développer ces techniques-là pour rendre son cerveau vraiment créatif. Donc la créativité, c'est comme le reste, c'est un muscle. C'est une sorte on pourrait appeler ça un muscle qui entre guillemets, oui, ce muscle et ce travail pour devenir de plus en plus performant. Et peut-être, je vous livre ma technique préférée dont je parle dans le livre, c'est la technique des petites habitudes où on va écrire tous les jours, par exemple, 5 idées d'un sujet qui nous intéresse. Et le fait de faire ça, vous allez vous en rendre compte que tous les jours, ça va être de plus en plus simple d'écrire ces 5 idées. Et vous allez avoir des idées de plus en plus improbables, de plus en plus créatives, en fait. Ça vous a été inspiré par le maître de la SF, Stephen King. Exactement. Ouais. C'est qui fait ça, lui, tous les matins, en écrivant peut-être 2000 mots, je sais même plus le nombre exact, mais il écrit tous les matins beaucoup de mots. Et tant qu'il n'a pas écrit ces 2000 ou 10 000 mots, par exemple, il va jamais démarrer réellement sa journée. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, vous l'avez fait ? Ce matin, j'ai écrit 5 idées. Qu'est-ce qu'il y avait comme dans vos 5 idées du jour ? J'avais une idée de nouveaux concepts que je vais pas dévoiler, mais qui était assez intéressante. Bah non, c'est trop facile. Ok, je peux vous le dévoiler, mais c'est l'idée de faire des expériences sociales avec des abonnés, pour faire très simple. Et donc de ça, il y a 3 idées qui me sont découlées. Donc j'ai une idée dans une salle de faire une expérience avec une dizaine d'abonnés sur un faux test, entre guillemets. Une deuxième avec une expérience sociale très connue où tout le monde va se lever. Bref, une idée avec une cloche qui sonne. Bref, c'était une idée comme ça. Une troisième encore sur une expérience sociale. Et qu'est-ce que j'avais après ? J'avais 2 autres idées qui devaient être... J'ai une idée de vidéo face cam très simple qui parlait d'un sujet similaire un peu à la réactance avec le cerveau qui comprend pas la négation, mais je crois que c'était précisément parce que je l'ai développé. Je peux la garder si vous dérange pas. Ouais, allez-y. Ah, top. Non, on peut tout faire. Parce que oui, de toute façon, c'est une redite. C'est pas très radiophonique ce qu'on fait, mais l'important c'est de regarder, c'est d'avoir l'information. Et oui. Et puis vous avez une autre idée pendant que vous regardez celle-là. Ah oui, la dernière idée, donc c'était sur aussi faire une série sur les phobies. Donc essayer de faire pourquoi pas une dizaine de vidéos qui illustreraient des phobies avec un truc un peu plus réaliste, une réalisation plus poussée que la dernière fois, plus poussée que ce que je fais habituellement. Et pas du tout. L'idée que j'ai eue juste avant, c'était parler du thé matcha sur le cerveau, qui n'a aucun rapport avec la réactance. Thé matcha sur le cerveau. Vous nous expliquez un petit peu ? Alors le thé matcha, c'est une boisson que j'aime beaucoup, et elle a beaucoup d'impact positif, surtout le fait de booster un peu son énergie comme le café, mais l'avantage c'est qu'elle le répartit sur la longueur de la journée, au lieu de le booster instantanément comme peut faire le café avec un pic et puis redescendre après. Et donc je pense que je voulais faire une vidéo sur ça. En tout cas, je l'ai noté ce matin, donc j'en ferai sûrement une vidéo d'ici peu. Bien. Et puis ce qui est bien, c'est que vous conseillez de faire une playlist pour booster la créativité. Dedans, il y a Stéphane Pamart, donc ça c'est extraordinaire. Sofiane Pamart. Ouais. Sofiane Pamart, qui est un de mes pianistes préférés, en tout cas très intéressant. Et c'est vrai que le fait de faire une playlist, il y a un côté un peu ludique. Le cerveau aime bien s'amuser, donc on s'amuse quand on a ces musiques qui reviennent. Et il y a aussi une sorte d'ancrage qui fait que dès qu'on va réentendre cette playlist-là, on va se mettre un peu en mode créatif et en mode son cerveau va switcher en fait et se mettre directement en mode je me concentre et je deviens créatif. Alors après, il y a toutes les techniques que vous partagez avec nous, des techniques justement pour booster la mémoire. C'est un peu compliqué finalement. Les techniques pour booster sa mémoire, il faut les mettre en place. Elles sont assez. Je vois ça un peu comme une métaphore d'un avion. Un avion, pour décoller, il faut beaucoup de carburant. Il faut vraiment envoyer des propulseurs à fond. Et puis une fois que l'avion est décollé, il plane. Et là, il y a quasiment plus besoin en fait d'envoyer d'énergie. C'est un peu pareil avec les techniques de mémoire. Au départ, il faut vraiment investir du temps. Je pense qu'il faut vraiment prendre 2-3 semaines pour vraiment mettre le système en place. Et une fois que c'est fait, on peut le garder toute la vie. Donc en fait, on peut planer toute la vie après. Alors, il y a ce qu'on appelle les tables de rappel, pour expliquer aux gens en quoi ces techniques consistent. Donc vous dites que c'est une des techniques les plus puissantes au monde de mémorisation. Qu'est-ce que vous appelez une table de rappel ? Une table de rappel, c'est, pour faire très simple, une association entre des images et des chiffres. Donc, comme on a parlé tout à l'heure du signe, pour ceux qui étaient là, le signe pourrait être associé au chiffre numéro 2, parce que visuellement, un signe, ça ressemble à un 2. Et quand on associe des images en partant pour faire très simple au départ, de 1 à 9, on peut facilement retenir des numéros de téléphone. Parce que en fait, le cerveau fonctionne par association. Donc si on prend des images qui sont directement reliées aux chiffres, autrement dit, si on sait qu'un signe c'est un 2, c'est instantané dans notre tête, on sait que les 2 sont ensemble. Alors si on veut retenir 21, il nous suffit de retenir, si on considère que le 1 est un bâton, le signe est bâton. Ouais. Le signe est un bâton. Ouais. Et on imagine un signe qui s'amuse avec un bâton. C'est très simple à imaginer. Un signe qui se prend un bâton dans la tête. C'est hyper simple, c'est assez bizarre d'ailleurs à imaginer, mais on le retient très facilement. Et quand on voit l'image, si ensuite on sait la relier aux chiffres, on peut voir directement 21. Et quand on associe plusieurs images entre elles, on peut facilement retenir des numéros de téléphone en une dizaine de secondes. Et si on le revoit régulièrement, on peut le garder en tête toute notre vie assez facilement en fait. C'est-à-dire c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas magique. Faut réviser. Ouais, il faut réviser. Mais ce qui est bien, c'est que la mémoire est fabuleuse. Au départ, si vous voulez retenir par exemple que le signe est un 2, vous allez devoir l'apprendre maintenant, puis le réviser dans 10 minutes, puis le réviser demain, puis dans 2 jours, puis dans 4 jours, une semaine, et peut-être que dans 6 mois, vous le réviserez qu'une fois toutes les ans.
Mais là, par exemple, pour ceux qui auront écouté l'émission aujourd'hui ou qui auront vu la vidéo, ils auront compris que le signe était un 2. Complètement. Voilà, et s'ils le que le révisent 1 était demain, un bâton, voilà. s'ils le révisent demain, ils s'en souviendront, puis dans une semaine, ils s'en souviendront encore, et en respectant un peu le fonctionnement de la mémoire, on peut très rapidement retenir des choses en les révisant une fois par an. Alors ça impressionne les gens, hein, quand on arrive à retenir des séries de chiffres. Vous, en 1 minute, vous pouvez retenir des séries de combien de chiffres à peu près? En 1 minute, j'ai jamais fait le test sur 1 minute, mais je pense que, sachant que moi je les mémorise 6 par 6, donc je devrais pouvoir en retenir une vingtaine, trentaine peut-être. Entre 20 et 30, je ne saurais pas dire précisément, mais entre 20 et 30 je pense. Aujourd'hui, ouais. On peut essayer, hein, si vous voulez. Ouais, allez-y. Il faut que vous me donniez des noms par contre. Alors, tiens, Tariq, est-ce que tu as une série de chiffres à retenir? À retenir, je retiens maintenant. Ouais. Une dizaine. Non, c'est compliqué. C'est compliqué à faire à la radio. C'est vrai que ça va être compliqué à la radio, ouais. Ouais, c'est compliqué à la faire. Mais c'est pas mal, c'est déjà balèze. Et comment vous les ancrez dans votre mémoire? Alors en fait, pour vous en souvenir, parce que c'est ça qui est intéressant. On peut les avoir 1 heure, 2 heures, mais les connaissances, c'est les garder à vie après. Complètement. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai un système de révision qui respecte le cycle de la mémoire. Donc pour faire très simple, si on se base sur la courbe de l'oubli, on sait que notre cerveau va oublier 80% des informations que vous entendez maintenant dans 24 heures. Ce qu'on appelle la courbe d'Ibengos. Exactement. Et donc si on ne veut pas oublier ces informations-là, il faut les réviser. Et si on suit le cycle de la mémoire, il faudrait réviser à partir du moment où vous avez appris l'information, 10 minutes ensuite, 10 minutes plus tard. Et puis une fois que vous avez révisé 10 minutes plus tard, vous révisez le lendemain. Et si vous vous souvenez encore parfaitement de l'information, vous la révisez 2 jours après. Et ensuite, ça monte de plus en plus. Je crois qu'après, ça passe à 5 jours, puis 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 4 mois, puis 6 mois, puis 1 an. Et c'est quand même un vrai investissement quand même. Hein. Ça paraît être un vrai investissement, mais il y a des outils. Heureusement que maintenant, il y a Internet. Il y a des outils comme Anki complètement gratuits. Alors expliquez ce que c'est qu'Anki. Anki, pour faire très simple, c'est un outil qui va permettre de faire des flashcards. Une flashcard, c'est une carte sur laquelle d'un côté on a une information, par exemple Révolution française, et de l'autre côté on a une autre information qui correspond, 1789. Et donc ça, encore une fois, utilise le principe d'association, que le cerveau aime beaucoup. Et Anki, c'est un mélange de flashcards, donc avec des informations d'un côté et de l'autre, et qui va automatiquement les reporter dans le temps, si vous les validez ou pas. Donc si vous regardez Révolution française, vous savez que c'est 1789, vous faites entrer, c'est validé, et donc vous passez, il vous la remettra dans 1 jour, ou dans 2 jours, ou dans 1 semaine, en fonction du cycle que vous avez avec. Tout ça, c'est automatique. Donc vous, la seule chose que vous avez à faire sur Anki, c'est rentrer l'information d'un côté et de l'autre, et le réviser quand il vous le donne. Vous avez un autre programme, PAO. Voilà, le PAO, c'est exactement comme ça que j'aurais retenu les nombres, qui est un système de personnage, action, objet. Et donc pour tous les nombres de 00 jusqu'à 99, j'ai associé un personnage, une action et un objet. Ce qui veut dire que quand je veux retenir par exemple 00, si j'avais 6 zéros à retenir, j'aurais retenu un seau, un bâton qui tombe dans un seau. Ça c'est mon 0, 0, 0. Et donc après on peut retenir des suites de nombres, c'est comme ça que je retiendrai des numéros de téléphone, c'est très rapide. Parce qu'en une image, une action, un objet, j'ai 6 chiffres directement. Bon, pour tous ceux qui ont des cours à réviser ou qui ont des examens à passer dans l'année, c'est presque plus intéressant de passer du temps dans l'apprentissage de la méthodologie d'apprentissage. Ah, complètement. Moi, apprendre à apprendre, c'est ce qui me passionne le plus, complètement. Et donc, typiquement pour les cours d'histoire, c'est cadeau. Si on a des dates à retenir, c'est hyper simple de retenir une date, il n'y a que 4 chiffres, admettons. On peut retenir des choses comme ça. Moi, je m'en suis servi pour le bac d'histoire. J'ai révisé tout le long de l'année et les 3 derniers mois, j'avais plus une seule révision à faire dans la matière. C'est hyper fort. La légende dit que vous avez triché au bac. J'ai triché légalement au bac d'histoire. C'est-à-dire ? J'ai utilisé un palais mental et une table de rappel. Donc palais mental, pour faire très simple, c'est une autre technique de mémoire dans laquelle en fait on va créer une sorte de lieu mental qui peut être un lieu qu'on connaît déjà comme la maison de notre enfance ou autre, et dans ce lieu on va y déposer des informations. Donc par exemple, on reprend l'exemple du signe et du bâton. Si je voulais retenir le chiffre 21, le nombre 21, et que j'ai un palais mental de ma maison, je le mets dans ma cuisine, qui est la première salle par exemple, et donc je mets un signe avec un bâton dans ma cuisine, ce qui fait qu'à chaque fois que j'imaginerai ma maison et que je me baladerai dans ma cuisine, j'aurai ce signe avec un bâton à l'intérieur, donc je sais qu'il y a un 21 ici. Et si on pousse un peu le concept, on peut rapidement retenir des dates, des lieux, des scènes, une suite historique, et avoir tous ces cours d'histoire dans différents palais mentaux. Alors, je vous ai vu, il vous arrive d'arrêter des gens dans la rue et de leur faire faire plus ou moins ce que vous voulez. Comment ça fonctionne, ça ? Quand j'arrête des gens dans la rue, déjà, la question qui revient souvent, c'est est-ce que tu les connais ou est-ce que tu choisis les gens que t'arrêtes ? Parce que c'était un peu l'image que ça avait, le mentalisme, à une époque. Il y avait des complices dans la salle. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de complices, fut un temps, dans les années 1950, tous les mentalistes utilisaient des complices. Moi, j'ai jamais utilisé de complices. Et j'utilise principalement des techniques piochées dans plein de techniques de psychologie, d'illusionnisme. Je connais jamais les personnes à l'avance. Par contre, les tests que je fais donnent par exemple l'impression d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Typiquement, je peux donner l'impression que c'est une expérience d'influence, alors qu'en vrai, moi, j'ai juste mémorisé toutes les dates de naissance des acteurs, par exemple.
J'ai dit à la personne, cite-moi un acteur, Jean Dujardin, 25 juin, j'ai dit au hasard là, mais. Et je sais que c'est cette date de naissance. Et donc, la personne va croire que je l'ai influencé alors qu'en vrai, c'est de la mémoire. Donc, moi, je donne l'illusion d'une technique qui n'est pas forcément une autre. Ça dépend des fois. Ça dépend des expériences en fait. Tout dépend de l'expérience que je fais. C'est un peu du bluff quand même. Parfois, c'est du bluff, parfois, c'est complètement du vrai. Ça dépend des techniques qu'on utilise. Et c'est là que les mentalistes sont très forts. Ils restent assez flous dans les méthodes et réellement la technique qu'ils utilisent pour garder un peu ce côté magique. Comment vous voyez l'avenir Selon moi, de plus en plus, les mentalistes vont s'axer sur le côté psychologique. En tout cas, moi, c'est vers là que je tends parce que c'est ce qui me passionne le plus. Et là, on n'est pas encore dans une distinction globale de ce que c'est le mentalisme, mais je pense que dans les prochaines années, on aura une définition plus précise, en tout cas, à mon avis. Ouais, vous allez vous former en psychologie, vous allez faire... Je m'auto-forme régulièrement avec tous les... Je cherche de nouvelles études, les livres qui vont sortir sur le sujet. Et là où moi je compte vraiment me former, c'est sur la détection de mensonges. J'ai déjà fait 2 formations de Paul Ekman sur le sujet, enfin de son académie. Et là j'en ai d'autres qui sont prévues, qui ont pour but de former un peu à détecter le non-verbal, surtout à analyser le non-verbal et détecter les mensonges. C'est plus là-dessus en tout cas que moi je m'oriente. Bon, combien de fois avez-vous menti ce matin aux auditeurs de Beurre FM ? 3 fois précisément. À vous de savoir quand. Voilà, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de l'invitation. Et très belle journée santé sur Beurre FM.